également disponible pour répondre aux questions. Sans plus tarder, il me fait plaisir de céder la parole à M. Dubé. Merci beaucoup, Marjorie. Docteur Arruda, ce beau vendredi. Alors, bonjour à tous. Et peut-être juste avant un autre week-end, je souhaitais vous faire un peu le point sur les données qui nous ont été présentées ce matin par l'Institut national d'excellence en santé publique qu'on appelle l'INES, mais aussi celles qui ont été diffusées par l'Institut national de santé publique qu'on appelle communément l'INESPQ. Tout d'abord, peut-être juste quelques chiffres du jour. Aujourd'hui, en plein dans notre moyenne, là, 1055 cas, dont malheureusement 13 décès, un petit peu au-dessus de la moyenne dont on parlait hier. Puis j'aimerais en profiter là, en ce vendredi pour offrir mes sympathies aux familles des gens qui sont décédés particulièrement dans les derniers jours. Sur la question des hospitalisations, rappelez-vous qu'on est en hausse de 14 hospitalisations, mais avec la précision qu'on a donnée cette semaine, quand je vous donne, c'est plus 14 hospitalisations, mais c'est quand même ce qu'on appelle au brut, là, 59 entrées et 45 sorties. Alors, il faut juste penser qu'une journée comme hier, il y a 59 nouvelles personnes qui sont rentrées à l'hôpital. Alors oui, on dit que c'est plus 14, mais j'ai beaucoup apprécié les commentaires que j'ai eus de quelques médecins qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Puis je pense que ça a donné une précision encore plus importante comment notre système de santé est sollicité. Puis j'apprécie notamment les commentaires du Dr Lucier, de M. Vadeboncoeur. Et encore une fois, je vous offre à tout le monde là, qui sont sur les réseaux sociaux, quand il y a des suggestions constructives de cette nature-là, de ne pas hésiter à les faire parce qu'on les prend en compte, puis ça nous aide à mieux communiquer la situation. Une autre bonne nouvelle hier, c'est quand même 29 000 tests. Alors, je ne dis pas que c'est ce qui explique qu'on a monté un peu dans les cas, mais quand on roulait des fois à 1000 puis qu'on avait 20 000 tests, mais là, on est à 1055, puis avec 29 000 tests, c'est quand même une très bonne nouvelle, ça aussi. Alors, donc, j'essaie de mettre ça en perspective pour dire que ça montre, en fait là, ce que ça montre, c'est que les efforts donnent des résultats. Mais encore une fois, je veux être prudent parce que si on veut maintenant que les cas diminuent puis que le virus fasse le moins de victimes possible, bien, il faut continuer dans ce sens-là. Puis moi, je dirais, là, s'il y a un message avant de rentrer dans le détail des études, là, c'est qu'en fait, on suit notre plan de match, on est où on voulait être à ce moment-ci en milieu de mois, mais je vous le dis, la partie n'est pas gagnée. Fait que c'est ça aujourd'hui le grand message. Puis je vais prendre les deux études pour montrer un peu le point. Je n'irai pas dans le détail des études parce que je pense que les journalistes qui sont avec nous aujourd'hui ont eu la chance d'avoir le briefing technique avant. Là, fait que je vais aller dans le résumé. Puis s'il y a des questions, bien, je répondrai avec le docteur Arruda aux questions. Commençons par l'étude de ce qu'on appelle l'INES, l'Institut d'excellence. D'abord, premièrement, les projections de l'INES, je vais vous dire que je pense que c'est la bonne nouvelle parce que l'INES, maintenant, publie cette analyse-là à toutes les semaines. Hein? Et je pense qu'il y a eu une amélioration des résultats ou de l'étude par rapport à la semaine dernière. Puis, prenons l'exemple de Montréal, juste spécifiquement de Montréal. Selon les projections qu'on avait, moi je suis regardé mes notes, là, mais en fait c'est ça. Dans les projections qu'on avait de la semaine dernière, on envisageait qu'on atteignait la limite des hospitalisations pour la région de Montréal vers le 6 novembre. Mais je vous avais expliqué que les résultats de la semaine passée étaient basés sur les mesures au 3 octobre. On était juste au début des mesures. Mais les Québécois ont fait quand même de grands efforts depuis le 1er octobre. Et ces efforts-là, depuis quelques semaines, bien, en fait, ce que l'INES nous prouve dans l'étude qui a été publiée ce matin, c'est quand ils ont remis les études là, que vous voyez à l'écran, on a réussi, les Québécois ont réussi à changer la tendance qu'on voyait la semaine dernière. Fait que ça, pour moi, là, c'est un exemple concret
de ce qui peut arriver quand on met nos efforts ensemble. Alors ça, je pense que les données qui sont présentées montrent maintenant, puis je le dis encore avec beaucoup de prudence, que notre capacité hospitalière se serait stabilisée avec les efforts des dernières semaines. Mais je vous le dis, elle est encore fragile, mais au moins elle s'est stabilisée. Ça, je pense que c'est la bonne nouvelle. Mais par contre, je suis toujours un peu tannant. Il ne faut pas changer notre comportement parce que ça commence à bien aller. On a dit qu'il fallait donner un coup jusqu'à la fin d'octobre. C'est pas parce qu'on pense que ça va mieux puis qu'on voit les résultats qu'on a réussi à stabiliser qu'il faut arrêter. Mais je vous dis juste, prenons la bonne nouvelle. Ça a l'air de fonctionner. Fait que ça, je pense que c'est important à retenir. Bon, ça, je dirais, en gros, c'est les résultats de l'INES. L'Institut national de santé publique, l'INES-PQ, elle a présenté, puis ça, je trouve ça, pas que la première n'est pas importante, la première étude, mais on l'a régulièrement. Celle de l'INES-PQ qui vous a été présentée, puis que je dis qui est maintenant disponible sur leur site web. J'inviterais les Québécois à prendre le temps d'aller la voir parce que on se parle de la COVID tous les jours, c'est peut-être important des fois de prendre un petit peu de temps puis d'aller voir. Mais il y a 3 scénarios dans cette étude-là. Puis je vais vous les résumer parce que ce que ces scénarios-là montrent, puis pour ceux qui voient à l'écran, il y a l'air d'avoir des grandes courbes, puis ça a l'air bien compliqué. Moi, je trouve ça bien intéressant, mais en fait, il y a à peu près juste le docteur Arruda et moi qui trouvaient ça intéressant, et peut-être le premier ministre. Mais en tout cas, je dis ça comme ça parce que ce que je veux ressortir du premier commentaire de l'INES-PQ, c'est que si on n'avait pas mis en place les mesures qui ont été mises au mois d'octobre, ben l'impact sur les hospitalisations puis notre réseau de la santé, les décès, aurait même dépassé malheureusement les résultats de la première vague. C'est ça que le premier grand commentaire. Puis, je vous dirai pas, je vous l'avais dit, mais je vais vous le dire quand même. On s'est vu ici, là, le 27 ou 28 septembre, puis je vous avais dit, si on continue comme ça, on va frapper un mur. Vous vous souvenez de ça? On était exactement dans cette salle-ci. Et je pense que non seulement la santé publique, puis je veux vous remercier, Dr Arruda, parce que c'est pas toujours facile, votre travail, mais vous avez fait des recommandations assez difficiles à la fin septembre qui ont amené les mesures du 1er octobre. La gestion de crise, la cellule de crise pilotée par le premier ministre a pris ces décisions-là, mais je suis vraiment content qu'on les ait prises, Dr Arruda. Ont été difficiles, les choix qui ont été faits, mais au moins, on a vu que si on ne les avait pas faits, et c'est confirmé par l'étude, là, vous le verrez quand vous aurez la chance d'aller voir les scénarios. La deuxième conclusion, c'est que si les personnes en doutaient, puis ça revient un petit peu à ce que l'INES disait tout à l'heure, c'est que si les personnes doutaient que les sacrifices en valent pas la peine, bien là, l'INES-PQ confirme exactement la même chose, puis c'est 2 organismes complètement indépendants, que les progrès, que les efforts que les Québécois ont faits, ça a un impact réel sur la progression du virus. C'est ça qu'on voit dans l'étude. On le voit clairement, là, puis quand vous aurez la chance de regarder, là, puis là, je ne veux pas imiter le docteur Arruda, là, mais le scénario 1 que j'expliquais tantôt, là, on est ici en ce moment à 1000 cas, puis dans le scénario 1, là, si on n'avait rien fait, là, ça montait comme ça. C'est ça que le scénario 1 dit. S'il n'y avait pas eu les mesures du 1er octobre, on était comme ça. Le deuxième scénario qui ont dit, on a vu les mesures, rappelons-les, les mesures pour toute la question de fermeture des bars, des restaurants. Vous les connaissez, là. Ce qu'on a fait avec des décisions déchirantes pour le sport. Tout ce qu'on a mis en place, ça, là, ce que ça a fait, là, ça a fait passer la courbe à peu près comme ça. Puis à peu près comme ça, vous le verrez, là, vous aurez la chance, puis je pense que les journalistes qui ont vu le briefing technique, pour moi, on n'est pas sorti du bois avec ça, là. Mais il y a quand même, on est dans une zone où les hospitalisations sont quand même gérables. Puis c'est à peu près ce que le premier rapport tantôt de l'INES disait. Bon. Mais vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas encore parfait, puis on a encore un problème. Bien, c'est ça que l'INES-PQ dit clairement, puis on pourra peut-être aller plus dans le détail avec vos questions. La troisième conclusion, puis c'est ça que je voudrais que les gens comprennent aujourd'hui, puis mon défi, c'est de ne pas aller dans le détail, mais vous donner quelque chose de très clair,
c'est qu'une réduction supplémentaire des contacts de 25 une réduction supplémentaire des contacts de 25 ferait qu'on pourrait non seulement stabiliser, mais d'être dans une situation presque idéale. Bon, vous allez me dire, ça veut dire quoi, 25 Pour ceux qui ont la chance de l'avoir vu, l'étude, ou qui iront voir, vous allez voir, là, je ne me souviens pas, mais c'est à peu près dans le milieu du rapport, dans la section 3 que je viens de référer. Puis je pense que j'ai déjà éludé à ça dans une présentation précédente, là, il y a quelques jours. Avant la COVID, les Québécois avaient en moyenne, je ne dis pas que tout le monde est pareil, mais 7 à 8 contacts par jour. Vous vous souvenez, je vous avais dit ça. Puis quand on a confiné, mars-avril, on a confiné, donc les gens n'avaient plus de contacts. Ils restaient à la maison, puis c'était juste les services essentiels. On est baissé à peu près à 3 contacts par personne. Puis au fur et à mesure qu'on a déconfiné dans les derniers mois, là, rappelez-vous, quand on est à la fin de l'été, les gens sont revenus des vacances de la construction, un peu avant, on avait ouvert les bars. En tout cas, tout le déconfinement qu'on appelle, qu'on a fait par étapes, je vous dirais qu'aujourd'hui, on est revenu à peu près à entre 5 à 6 cas en moyenne par semaine. Donc, on part de 7-8, on descend à 2-3 avec le confinement, puis avec les mesures, on est remonté à 5-6. Alors, je reviens, excusez-moi, ça a été long, là, mais quand on vous dit qu'on pourrait avoir encore plus d'impact qu'on a en ce moment, ça serait d'éliminer, on va appeler ça un contact important, là, 1 sur 5. 1 sur 5, 1 sur 4, ça ferait une grosse différence. Qu'est-ce que ça veut dire quand Dr Arruda me l'explique à moi, là, pour que je comprenne? Là? On dit un contact important, c'est vous êtes à 2 mètres de moi, on fait la bonne chose. Mais quand je vais rencontrer quelqu'un pour plus que 15 minutes, puis c'est encore plus si c'est quelqu'un que je connais pas, c'est quelqu'un où, par exemple, j'avais pas mon masque parce que je marchais sur la rue, ça, c'est le genre de contacts qui sont les plus dangereux, la minute qu'on ne l'a pas prévu, puis que ça fait un 15 minutes. Vous me suivez? Si les gens pouvaient avoir en tête dans les prochaines semaines de dire que c'est ce contact-là, une fois, parce que la moyenne des gens, c'est ça. Alors, si on pouvait éliminer un contact sur 5 dans les prochaines semaines, ça ferait une très grosse différence, et c'est ça qui est démontré très, très clairement dans l'étude. J'en ai trop parlé. Je sais qu'on se répète, mais je pense que c'est important de vous présenter ces projections-là, qui sont indépendantes, qui sont faites par les 2 organismes, là, et qui sont faites par des experts. Moi, j'ai eu la chance avec le docteur Arruda d'accepter de voir ces présentations-là. Puis c'est ce qu'on va faire maintenant. On va les faire évoluer régulièrement pour vous donner cette information-là. Et je vous dirais que cette évolution-là, pour moi, est vraiment en ligne avec ce qu'on voulait faire. Et je vous dirais que, en fait, si je peux conclure, je dirais rapidement, je reviens toujours à la même chose. C'est chacun de nous qui peut avoir cette différence-là. Là. Je pense que les gens comprennent bien l'impact qu'on veut envoyer. Puis je voudrais envoyer un message d'encouragement aux Québécois pour terminer, que les données qu'on voit aujourd'hui démontrent clairement que les sacrifices qu'on fait depuis le 1er octobre, ils fonctionnent. Est-ce que c'est parfait? Non, c'est pas parfait. J'aimerais ça qu'on soit un petit peu plus bas. Mais ça fonctionne, on a stabilisé. Et je le redis, on va suivre ensemble notre plan de match. On n'a pas encore gagné la partie, mais si on continue à faire les efforts qu'on fait, puis en persévérant, parce qu'il ne faut pas lâcher, là, pas au moment où on est rendu. Moi, je suis certain qu'on va arriver à casser la vague, puis on vient de se le prouver, puis on va sauver encore plus de vies, puis on va être capable d'arrêter d'annoncer les décès qu'on annonce là depuis quelques jours particulièrement. I'll say a few words in English. Like before the weekend, avant la fin de semaine, je voulais parler des données qui ont été données ce matin, surtout les 2 études de l'INES, l'Institut national d'excellence en santé et des services sociaux, tout comme l'étude qui est publiée par l'INSPQ, l'Institut national de santé publique.
Nos efforts livrent fruit, mais il nous faut continuer si nous voulons que les cas puissent s'aplanir. On l'a bien stabilisé, mais nous voulons que les infections continuent leur déclin. Pourquoi? C'est que nous voulons protéger notre système de santé et nous voulons avoir le moins de victimes possible. C'est très clair. Je dirais, voici en résumé pourquoi il ne faut pas baisser la garde. L'Institut national d'excellence, avec des prévisions hospitalières rendues publiques ce matin, ont eu un résultat positif depuis la semaine dernière. Les Québécois ont constaté un grand effort depuis quelques semaines afin de limiter leurs contacts. C'est bon, c'est du bon travail. Par conséquent, ils ont pu changer la tendance d'hospitalisation. C'est quelque chose, c'est du concret. Nous avons changé cette tendance. Il faut le noter, il faut remercier et féliciter les Québécois. En même temps, les données représentées par l'INES montrent que notre capacité hospitalière pourrait être adéquate pour les prochaines semaines, partout, même si la situation est fragile. Et c'est pourquoi il nous a fallu faire du délestage, comme, hélas, vous l'avez su. Donc, en résumé, la bonne nouvelle, notre comportement collectif ne peut changer. Nous avons réussi depuis quelques semaines. Il faut donc garder le cap. Et dans les scénarios, donc, non seulement aurions-nous frappé un mur si nous n'avions pas agi dès le 1er octobre, comme nous l'avons fait. Deuxièmement, nous avons vraiment infléchi le cours de cette deuxième vague. Les deux études se confirment. Et aussi, les spécialistes dont on se sert dans les études sont clairs. Si nous diminuons d'une seule personne le nombre de contacts par personne, un contact important, si nous passons de 5 à 4, par exemple, et c'est très clair dans l'étude, cela pourrait vraiment avoir une très grande différence dans les 4 prochaines semaines. Voilà mon résumé pour aujourd'hui. Merci de nouveau d'avoir écouté. J'ai peut-être pris un peu plus de temps, mais j'estimais qu'il était important de vous donner les détails de ces deux études. Donc, avez-vous des questions? On va passer maintenant à la période des questions des journalistes. Comme nous avons plusieurs journalistes dans la salle, s'il vous plaît, se limiter à une question et une courte sous-question, s'il vous plaît. Alors, précisez votre média et votre nom. Ce serait très apprécié. Micro 1. Bonjour, M. Dubé. Philippe Bonneville du 98.5 FM. Ici, du côté de ça. Une question à propos des écoles. Il semble y avoir un peu de confusion là. Lorsqu'il y a un cas positif dans une classe, que ce soit au primaire ou au secondaire, dans certaines écoles, dans certaines régions, on ferme la classe automatiquement, on renvoie les enfants, les étudiants, les élèves pour 14 jours à la maison. Dans d'autres écoles, il y a un cas positif. Évidemment, la personne positive reste à la maison, on avise les parents, mais la classe demeure ouverte. Il y a de la confusion peut-être chez les directeurs d'école, chez les parents. Quelle est la règle? C'est quoi la règle à respecter dans les écoles lorsqu'il y a un cas positif dans une classe? Je vais laisser notre grand spécialiste répondre, puis au besoin, je compléterai, mais je pense que c'est bon que Dr Arruda fasse le point là-dessus. Chaque cas est un cas individuel. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de guide comme tel, mais ça va dépendre si l'enfant a été présent pendant qu'il était contagieux ou pas dans la classe. Ça va dépendre de l'analyse de la classe. Est-ce que c'est des gens qui ont été en distance? Ça va dépendre des facteurs de risque de certains enfants dans la classe. Fait que je comprends là, les parents d'être exaspérés, particulièrement quand on a l'impression que ailleurs, la classe continue et puis que chez nous, la classe est fermée. En théorie, il y a une analyse qui est faite. Habituellement, les gens à risque... Puis là, des fois, il y a des questions d'organisation aussi qui rentrent en ligne de compte. Fait que c'est un diagnostic qui est fait avec le directeur de santé publique et l'équipe de santé publique et le professeur. Des fois, c'est plus simple. Ça peut être plus simple pour des raisons X, Y, Z d'envoyer tout le monde chez eux en attendant d'avoir des tests de dépistage, etc. Mais ça dépend vraiment de l'histoire. Ça dépend s'il y a eu plus qu'un cas dans la classe, un seul, quand est-ce qu'il l'a rattrapé,
tout ça rentre en ligne de compte. Si c'est arrivé avant la fin de semaine, je ne sais pas si vous comprenez, tout ça rentre en ligne de compte parce que c'est une évaluation du risque de cette classe-là. Et M. Dubé, bon, vous demandez aujourd'hui aux Québécois de faire un effort supplémentaire d'éliminer un contact sur 4 ou un contact sur 5 quotidiennement. Il y a beaucoup de gens qui, sans restriction ou sans consigne précise, ne respecteront pas ça. Est-ce que ça pourrait aller jusqu'à l'imposition de mesures supplémentaires d'ici la fin du mois pour que les gens respectent ça? Moi, je suis, puis je pense à l'image de notre premier ministre, je suis plus dans un scénario constructif que négatif. Je pense moi, en tout cas, je suis vraiment épaté qu'on ait réussi à... Je ne veux pas qu'on se trouve trop bon parce qu'on n'est pas encore rendu là, mais regardez ce qui se passe. Le premier ministre là, a donné des exemples hier là, de la progression dans certains pays, là, des pays qu'on connaît bien, la France, l'Angleterre. On peut regarder les États-Unis, regarder la progression qui se fait en ce moment, qu'on ait réussi là, comme Québécois, comme peuple, de dire qu'en dedans de 2 à 3 semaines, on puisse stabiliser cette tendance-là. Moi, je pense qu'on a fait tout un effort. Mais on a payé le prix, là. Il y a des gens qui en payent un prix au niveau de leur commerce, de leur vie. Donc, moi, je suis... Et c'est pour ça que je pense que quand les spécialistes nous ont dit, écoutez, vous avez fait les bonnes choses, mais on pense qu'on pourrait faire plus, la première réaction qu'on a, c'est des mesures additionnelles. Puis je pense que c'est pas là qu'on veut aller. Et c'est pour ça qu'on a eu ces bonnes discussions-là depuis plusieurs jours. Le message qu'on veut dire... Peut-être que si même, là, puis je ne veux pas revenir, c'est bingo, mais je ne peux pas m'empêcher de le dire, là. Ça vient me chercher un peu. Simplement respecter les mesures sanitaires, ça en est un contact de moins, là. Les 250 personnes qui étaient dans la même salle pour jouer au bingo, là, il y en a eu des contacts dans cette salle-là, là. Si les 250 personnes qui étaient là avaient pu éviter ces contacts-là, cette journée-là, là, imaginez-vous l'impact que ça va avoir sur ce que je viens de vous dire. Alors, ce n'est pas une mesure supplémentaire. Puis j'apprécie votre question. C'est exactement ça, de bien suivre les mesures sanitaires qui ont été mises en place. Ça veut dire une réduction du nombre de contacts. Alors, je pense que c'est ça l'équilibre qu'il faut faire. Puis moi, je donne aux Québécois la même chance qu'on leur a donné il y a quelques semaines de nous prouver qu'on était capable. Ils nous l'ont prouvé. Continuons. C'est un peu ça que je dis. Puis, Dr. Arruda... Oui, je voudrais ajouter une chose. Ce que ces graphiques nous montrent là, c'est le pouvoir de la réduction des contacts. Moi, en tout cas, même moi qui en parle, etc., de voir les projections en disant si tous les Québécois diminuaient... Puis là, quand on parle de contact, là, vous savez, là, puis dans notre vie personnelle, même moi, je porte le masque, c'est très facile de me rapprocher de quelqu'un quand je suis dans une situation qui n'est pas professionnelle. Ici, là, on me dit de m'asseoir ici, c'est facile, là. Mais dès qu'on se retrouve dans des situations non professionnelles, non au travail ou autre, c'est très facile de rentrer en contact avec quelqu'un en bas de 1 mètre. Parce que 2 mètres, c'est loin. Fait que si tous les Québécois diminuaient un contact, mettons à peu près un contact, là, la somme de ces petits contacts-là qui génèrent des cas a un impact sur nos courbes. C'est extraordinaire, là. On n'est pas en train de dire qu'on confine les gens. C'est pas ça parce que c'est pas ça qu'on veut. On veut pas, même à la limite, moi, je rêve de réouvrir des secteurs d'activité qui ne génèrent pas des éclosions. Mais c'est un effort collectif. Mais le pouvoir de la réduction des contacts, là, on le voit dans ces courbes-là. C'est impressionnant. Même moi, là, ça m'a aidé à dire, bien, c'est ça qu'il faut faire. Puis si chacun de nous faisons ça, bien, nos commerces vont peut-être pouvoir réouvrir, puis on va maintenir notre système de santé et de soins. Puis vous-même, si vous n'avez pas la COVID-19, mais vous avez besoin d'une chirurgie, mais vous allez être capable de l'avoir parce que le système ne sera pas sous tension. Fait que pensez-y, le pouvoir de la réduction des contacts. Merci. Nous allons passer maintenant au micro 2. M. Dubé, bonjour M. Arruda, Richard Olivier, TVA Nouvelle. J'ai mon collègue de Québec qui a assisté au briefing de l'INSPQ puis qui voit une contradiction entre ce que vous venez de dire et ce que lui a entendu à l'INSPQ. D'abord, on dit que l'INES, là, on a réussi à stabiliser les hospitalisations, ça va bien, avec ce qu'on a pris comme mesure. De son côté, à l'INSPQ, on dit avec les modélisations que si on réduit de 25 nos contacts, vous l'avez dit, eh bien, ça va aider aussi. Parce que si on ne le fait pas, ce que les courbes de l'INSPQ nous disent, c'est qu'on va avoir plus d'hospitalisations et plus de décès si on reste avec les mêmes chiffres qu'aujourd'hui. Est-ce que c'est votre compréhension? Oui, parce que
En fait, c'est difficile de tout expliquer ces deux études-là en peu de temps, mais où vous avez raison, puis regardez, on le voit là. J'ai toujours dit qu'on était tributaire, donc, de ce qu'on a vécu dans les dernières... On ne peut pas effacer nos vieux péchés. Nos vieux péchés, ils restent là. Puis quand on est passé de 200 à 400 à 800 à 1200, bien ça, là, c'est pas il y a 3 mois, là, c'est il y a quelques semaines. Puis c'est pour ça que je vous dis, on a une stabilité de la courbe en ce moment, mais on a 50 personnes qui rentrent à l'hôpital tous les jours, puis on a en moyenne 10 décès par jour. C'est triste, mais ça, c'est le prix qu'on paye aujourd'hui pour ce qui est arrivé. Alors, c'est là que, dans ce sens-là, les deux études disent la même chose, mais ils disent, d'un côté, vous faites les bonnes choses, mais encore une fois, je le dis, on n'a pas gagné, là. Alors, je suis absolument d'accord à votre... C'est pas que les deux études se contredisent, mais il y en a une, plus qui prend la photo de est-ce que les mesures fonctionnent? La réponse, c'est oui, mais on est encore fragile. Mais il y a l'autre étude, puis c'est celle, moi, qui me parle le plus, qui dit il faut faire un petit peu plus pour enlever, parce que il faut prendre 1 minute de plus. Moi, ce qu'on a besoin, c'est une marge de manœuvre. Puis la marge de manœuvre dans les hôpitaux, en ce moment, on n'en a aucune. Puis on l'a vu à Québec, là. La minute qu'il y a eu les éclosions de Québec, là, on l'a vu tout de suite qu'il fallait parler de délestage. Il n'y a pas de marge de manœuvre. Puis on le sait, il nous manque d'infirmières. Je n'ai pas besoin de tout répéter ça. Les gens le savent. Ce que j'aimerais qu'on se gagne avec le 25 %, c'est la marge de manœuvre. Puis c'est ça qu'on a besoin en ce moment. Juste pour comprendre, s'il fallait imposer des mesures supplémentaires pour y aller, là, ça prendrait quelle forme s'il faut faire ça pour justement réduire les hospitalisations là, qui sont prévues à l'UNSPQ? Bien, écoutez, je vous dirais en ce moment, c'est sûr que je veux même pas y penser parce que c'est assez facile à trouver. On l'a vu, c'était quoi le confinement? Hein? On l'a vu au mois de mars. On veut tellement pas aller là. J'aimerais mieux un peu ce que je répondais tout à l'heure, mais je vais le répéter parce que je veux que les gens comprennent. Puis le docteur Arruda vient vraiment de bien le dire. C'est en notre pouvoir, là. 5 contacts à 4 contacts, là. C'est pas un si gros effort que ça. Puis des fois, c'est dans notre milieu de travail. Des fois, c'est quelqu'un qu'on reçoit à la maison qui n'était pas prévu puis qui vient frapper à la porte pour, peu importe, un livret. On fait beaucoup d'Internet, là, on fait beaucoup de services à domicile. C'est le genre de choses, des fois, qu'on ne pense pas, mais faire attention à des contacts qui n'étaient pas prévus. Si chacun diminue sur une base quotidienne de 5 à 4 contacts par jour, vous allez voir qu'on va être encore surpris dans 2 semaines de ce que ça pourrait faire comme différence. Merci pour votre question. Nous allons maintenant passer au micro 1. Oui, bonjour, Jacques Audrey-Charbonneau, Radio-Canada. Je ne veux pas non plus que ça soit redondant, mais en fait, parce que vous avez mentionné en début octobre le 28 jours sans contact. Donc, pour les gens, dans la tête des gens, ils ont déjà limité leur contact. À ces gens-là qui respectent les règles, vous ne leur demandez pas un effort supplémentaire. J'aimerais savoir le pourcentage d'adhésion des gens, justement, à cette limitation des contacts-là. Vous avez évoqué, en moyenne, combien les gens ont de contacts. J'aimerais ça juste une précision à cet effet-là, parce que effectivement, ça peut manquer de clarté là, à certains moments. Oui, c'est une bonne question, parce qu'on l'a demandé... Merci, c'est une très bonne question, mais on a demandé, entre autres, à Marc Brisson. Merci, Ratio. C'est quoi le taux d'adhésion? Il travaille là-dessus. Hein? Oui. Il nous a dit qu'il essayait de développer, vous avez vu l'étude, là, c'est une étude assez sophistiquée. Puis comme il va le remettre à jour, on lui a demandé si on pouvait l'avoir, le taux d'adhésion, parce que le 5 contacts que j'expliquais tout à l'heure, c'est une moyenne. Il y a des gens qui en ont 10, puis il y en a qui en ont 3. On s'entend, la personne qui reste à la maison, puis qui sont 2 ou 3, bien, ils ont leurs 3 contacts, puis ces gens-là sont très disciplinés. Votre question est très bonne, mais on ne connaît pas le taux d'adhésion. Mais on sait, par exemple, que basé sur son modèle qu'il a développé, là, qui s'appelle Contact quelque chose, là, je ne me souviens pas du nom exact. Connect. Étude Connect. Étude Connect, que sa moyenne est ça. Alors, on lui a dit, est-ce qu'on pourrait l'avoir, le taux d'adhésion? Il ne l'a pas, mais on va lui redemander encore. Si vous me permettez, M. le ministre, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont déjà très isolés, qui n'ont pas de contact, puis ce n'est pas ces gens-là qu'on vise. On vise tout le reste d'une population qui est active, OK? Je veux dire, même moi, là, personnellement, ça me posait la question,
est-ce que je dois, parce que je le fais au maximum, mais par rapport au travail, au télétravail, est-ce que des fois, je me suis retrouvé dans des situations où je me suis rapproché, etc. Il faut juste s'analyser puis se dire, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière semaine? Y a-t-il une personne que j'ai invitée puis que j'aurais pu ne pas inviter? Et c'est là qu'il faut... puis ça, je peux vous le dire, là, ça a un pouvoir extraordinaire. C'est ça que ces chiffres-là nous disent. Parce que c'est comme ça qu'on s'infecte. C'est en rencontrant quelqu'un, il ne sait pas qu'il est malade, on s'est rapproché, on s'en rend pas compte. Parce que c'est 2 mètres, là, je vais vous dire, là, il faudra avoir un tape à mesurer en avant de soi à chaque fois, là, puis autour. C'est pas nécessairement évident. Puis ça, là, si on a une affaire à tenir, puis je sais qu'on radote, distanciation de 2 mètres, porter le masque, lavage de mains. Puis là, on ajoute une nouvelle affaire, c'est regardez donc vos contacts. Vous, là, dans votre vie, là, regardez donc si peut-être vous pourriez, un souper que vous aviez prévu faire. Parce que c'est sûr qu'il y en a quelque part, là, on ne se le cachera pas, que même si on dit pas rencontrer personne, il y en rencontre. Hein? Entre vous et moi, là, la vie, elle est étant ce qu'elle est, mais c'est ça qu'il faut faire. Peut-être que cette rencontre-là n'est pas nécessaire. Parfait. Une collègue, question concernant les fameux fax. Là. Pendant la première vague, M. Legault avait dit que c'était archaïque, il avait promis une informatisation assez rapide. On l'a vu dans la dernière semaine, il y a eu des ratés de ce côté-là, notamment dans les laboratoires, le dépistage, la prise de notes, etc. Alors, qu'est-ce qu'on fait là, au ministère pour régler ce problème-là? Puis est-ce que ça va avancer avec cette deuxième vague-là ou on est encore au même point de départ? On avance. Est-ce qu'on avance assez vite, selon moi? La réponse est non. Je vous donne un exemple. On a commencé ce matin, on ajoute un outil additionnel dans le dépistage, puis qui un jour va nous aider dans le... C'est probablement une des plateformes les plus modernes qui se fait dans le monde en ce moment. On vient de commencer le pilote ce matin dans 2 de nos grands centres de dépistage, où je vous en parlais depuis quelques semaines. Là, il y a eu quand même... toute l'équipe là, de Mme Savoie, ils ont fait un travail incroyable. Nos gens d'informatique, on a des gens de projets spéciaux qu'on a engagés dans les derniers mois. Et toutes ces personnes-là ont travaillé d'arrache-pied depuis plusieurs semaines. Puis, il s'est développé un nouveau logiciel qui est testé en ce moment. Et où, par exemple, quand vous allez prendre votre test, là, ce qu'on ne faisait pas avant, vous allez pouvoir remplir, pendant que vous êtes soit dans la file d'attente ou peu importe, vous allez remplir l'information. Cette information-là va suivre le processus. Rappelez-vous, là, on va aller maintenant, après ça, dans le lab. Puis la journée, c'est le lab qui va peser sur le piton. Vous allez recevoir un courriel pour dire que vous êtes négatif. On va s'occuper encore plus des 3 % qui sont positifs pour faire le traçage. Il n'y en a plus de fax dans ça, là. Je vous le dis, là. Bon. Alors, est-ce qu'on va réussir à mettre ça au ministère partout dans les 3 prochains mois? La réponse, c'est non. Il y a une autre place où on travaille très fort pour enlever les fax, c'est avec la FMOQ, pour être capable de faire les rendez-vous santé à l'échelle. En ce moment, il y a à peu près 10 % des médecins qui sont connectés. On veut monter très rapidement d'ici le mois de décembre. Est-ce qu'on va être capable de faire ça à la vitesse où je voudrais aller? La réponse, c'est non, mais je peux vous dire je viens de vous donner 2 exemples là, où il n'y en aura plus de fax. Là. Fait qu'on travaille là-dessus. Micro 2. Bonjour, messieurs. François Carabin avec le journal Métro. Bonjour. Monsieur Dubé, vous parlez de l'étude de Monsieur Brisson. Ce qui est important de mentionner, c'est qu'on lui a demandé si ça tenait en compte qu'on garde les mesures sur une plus longue période qu'1 mois. Vous parlez du 28 jours. Donc, ce qu'on comprend de son étude, c'est que la tendance va s'amenuiser si on respecte les mesures pendant plusieurs mois. Est-ce que ça veut dire que de votre côté, vous voulez garder ces mesures en place sur plus de 28 jours? Écoutez, le premier ministre a été très clair hier qu'il ne faut pas que les gens s'attendent, même si on réussit nos 2 succès dans le mois d'octobre. Hein? On a 2 succès stabilisés puis baissés. Mais même si on baissait de 1000 à 500 ou à 400 cas par jour, le fameux feu dans les bousquets dont je vous parle depuis 1 mois, il va être encore là, qu'il soit à 400, à 200. Mais on va avoir eu nos 2 succès quand même. Ce que le premier ministre a dit clairement hier, on ne retournera pas au niveau de normalité qu'on avait au mois d'août. On veut être très clair. Ce qu'on veut, c'est être capable
de se rapprocher un peu plus de la normalité. Il a donné un exemple, le premier ministre, hier, il a dit, mais si j'étais capable de remettre les sports. Dr Arruda, tantôt, il a dit, c'est quoi les quelque chose qu'on pourrait, les quelques événements qui ont le moins d'impact sur les contacts qu'on pourrait faire, puis qui dirait aux gens, bon, on a réussi quelque chose, puis on a un petit cadeau. Alors, je pense que la normalité qu'on a eue à la fin d'août, là, quand on est revenu de vacances, puis que tout le monde, ça allait bien, là, ben on ne l'aura pas. Là, on ne l'aura pas à la fin d'octobre. Par contre, le succès qu'on est en train de développer nous prouve qu'on peut garder ça sous contrôle. Moi, je vous le dis, là, les 2 prochaines semaines vont vraiment nous donner la marge de manœuvre qu'on a besoin. Puis après ça, on décidera, avec nos experts, avec les études qui vont être mises à jour, est-ce que les tendances qu'on a développées, le mot tendance, là, vous allez nous entendre en parler dans les prochaines semaines. Est-ce que la tendance qu'on est en train d'amener peut nous aider à enlever certaines mesures que tous les Québécois apprécieraient? Moi, je pense que oui. Mais il faut donner un autre petit coup encore pour 2 semaines. Et toujours sur l'étude de M. Brisson, il y a d'autres statistiques qui sont présentées sur le nombre de contacts par lieu. Donc, à ce moment-là, on observe que les milieux de travail, notamment, sont des lieux de contact importants. Pourquoi, à ce moment-là, ne pas interdire la présence en milieu de travail pour vraiment donner un coup de barre? Bien, écoutez, le premier ministre, quand il est ici, là, puis je prends... il vous a dit, regardez, là, il fait ça avec ses mains. C'est une question d'équilibre. C'est la pédale sur les freins puis la pédale sur l'accélérateur. Hein? On a dit qu'on voulait protéger notre réseau de santé. On a dit qu'on voulait que nos enfants aillent à l'école. Puis on essaye le moindrement de protéger notre économie. Ça, là, c'est ce qu'on veut qu'il arrive. Puis quand on se rend compte qu'on a mis un petit peu sur l'accélérateur, bien là, il faut peser un petit peu sur le frein. Alors, pour répondre à votre question, vous me dites, est-ce qu'on pourrait arrêter les contacts au travail? On a mis une limite de 25 % au centre-ville qui n'est même pas atteinte. Les gens, c'est beau le télétravail, mais vous le voyez dans votre quotidien, là, pas facile toujours le télétravail, puis de garder l'esprit d'équipe, etc. Alors, on essaye de garder cet équilibre-là. Moi, je pense que, et je reviens, si on garde nos mesures, puis les gens les respectent comme ils ont montré, puis juste un petit peu plus, je peux vous dire qu'on va être capable de garder cet équilibre-là entre un déconfinement qui n'est pas parfait, mais qui est assez proche d'une normalité. Je vais appeler ça d'une nouvelle normalité, pour pas que personne soit choqué. Là. C'est pas une normalité qu'on aime, mais une nouvelle normalité. Et d'être capable d'avoir l'équilibre. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Si vous me permettez, M. le ministre, il ne faut pas oublier les effets pervers de nos mesures. Remettre des gens en télétravail, tout le monde, ça va entraîner des problèmes aussi avec les enfants. Ça peut entraîner des problèmes même de santé mentale ou autre. Fait qu'il y a un équilibre à tenir tout le temps ici. Il y a l'économie aussi, hein, une société qui fonctionne comme telle. On a eu, à un moment donné, ce n'était que les services essentiels qui étaient ouverts. C'était quelque chose, mais est-ce qu'on va maintenir les gens sans travail comme ça, seulement en télétravail, puis c'est pas possible partout non plus. Puis dans le modèle de M. Brisson, qui est très bien, là, il ne peut pas répondre à ces questions-là. Les 2 outils, le modèle de l'INES sert à prédire les hospitalisations des 4 prochaines semaines. Le modèle de M. Brisson sert à avoir, en fonction des différents secteurs dans le milieu, de quoi va avoir l'air la courbe, puis même la projette très, très loin. Mais nous, là, avec ces 2 outils-là, on regarde c'est quoi les éclosions, ils sont où, dans quel milieu de travail, parce qu'on pourrait avoir, si on est à 25, puis il y a des endroits à Montréal où c'est pas 25 %, si on est à 30 % mais qu'on respecte vraiment les mesures, il n'y a pas de problème. Mais il faut aussi qu'on regarde dans nos milieux, partout, même moi, je vais regarder ça. Est-ce que je suis vraiment encore sur la couche? Parce qu'on a tendance à se relâcher. Ça se peut que des milieux de travail ont peut-être ralenti ou les gens même moins de savon pour se laver les mains. On a remarqué dans les milieux de travail, il y a de moins en moins de savon, etc. Fait que je pense que notre objectif, le ministre l'a dit, puis le premier ministre aussi, on ne veut pas aller au reconfinement. L'OMS l'a dit, ce n'est pas la solution. Il y a d'autres alternatives. On va augmenter notre capacité d'enquêtage, de search and contain, etc. Mais c'est tous ces efforts-là, additionnés ensemble, qui vont nous aider à maintenir notre système de soins adéquat, à diminuer. Il faut protéger nos personnes aînées aussi, pour pas que les RPA sont ouvertes sur le monde. C'est tout ça ensemble qui va faire. Il n'y a pas une réponse, je tiens à vous le dire. C'est très complexe, mais c'est toutes ces affaires-là
tous ces petits efforts qu'on améliore, là, ils vont avoir un impact. Micro 1. Comme le temps file, j'inviterais peut-être des questions, des réponses un peu plus écourtées là, pour être sûr que tout le monde ait la parole. Tu me parles à moi, là? À moi. Ah, OK. C'est à moi qu'elle parle, je le sais. Bonjour, Roxane Trudel du Journal de Montréal. En fait, pour rebondir un peu sur la question de mon collègue, je me demandais, là, M. Legault a dit précédemment qu'il il pourrait y avoir des mesures qui soient prolongées justement au-delà des 28 jours. Et puis, je me demandais un peu pour les gens qui vivent un peu dans cette incertitude-là, là, ceux qui payent les prix actuellement, les commerçants, les restaurateurs, etc., et même ceux qui veulent visiter, par exemple, leurs grands-parents, là, à quoi est-ce qu'il faut qu'on s'attende concrètement au-delà des 28 jours? Avez-vous une idée? Oui. Bien, écoutez, j'aimerais mieux vous dire que, premièrement, on va attendre les 2 prochaines semaines, parce que les 2 prochaines semaines sont critiques. Je vais répéter, là, les 2 prochaines semaines sont critiques. Est-ce qu'on souhaite être capable d'éliminer certaines de ces mesures-là? La réponse est oui. Mais on ne veut pas jouer au yo-yo. Je pense qu'on a payé trop cher le fait qu'à un moment donné, cet équilibre-là dont le premier ministre a parlé, là, c'est vraiment en ce moment notre façon de réfléchir. On va en enlever un petit peu, mais il faut faire attention de l'impact que ça a. Alors, je le répète, on ne reviendra pas à la normalité du mois d'août. C'est pas possible. Mais est-ce qu'on peut se créer une marge de manœuvre? C'est ça qu'on demande aux gens, là. Et on sait qu'on demande des sacrifices énormes. Fait que pour faire une réponse courte, Marjorie, je me limiterai à ça. Merci. Micro 2. Bonjour, Véronique Lauzon de La Presse. Bonjour. Bonjour. Il y a 2 éclosions dans un centre de tennis de Laval. Il y a des lecteurs aussi qui nous ont écrit pour confier leurs craintes à propos des centres d'escalade. Je voulais savoir, est-ce que vous pourriez resserrer les règles pour des lieux de pratique d'un sport individuel ou duo? Docteur Arruda. Bien, si c'est une source d'éclosion puis qu'on identifie des facteurs puis des choses qui sont faisables, effectivement, oui. Parce qu'on est au fait de ces situations-là. Là, actuellement, on les discute avec la directrice de santé publique des territoires concernés, là, le directeur de santé publique des territoires concernés. Mais effectivement, je pense que quand je vous ai dit qu'il faut revoir nos affaires, là, puis c'est ça aussi, si on le savait, là, on vous le dirait. Hein? Je pense qu'il faut bien comprendre ça. On n'est pas là pour rien cacher. Mais on n'est pas pour vous dire des affaires dont on ne sait pas. D'ici 14 jours, on va être encore à 1000 ou à 200. I don't know. Mais oui, c'est possible qu'on resserre des choses. Pour faire une réponse courte. Mais pas tout de suite. C'est court. C'est court, oui. Mais pas tout de suite. Bien, c'est-à-dire que là, on va regarder premièrement, est-ce qu'il y a une transmission? Est-ce qu'on doit fermer le lieu ou pas? Celui-là spécifique? Est-ce que c'est un problème généralisé dans l'ensemble du Québec? C'est tout ça qu'on va faire. OK. Merci, Horacio. L'INSPQ a dit aussi que pour convaincre les citoyens d'en faire plus, il fallait faire de la sensibilisation, des campagnes. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous prévoyez en faire plus? Et est-ce que vous n'en avez pas fait assez? Bien, écoutez, là, je vais vous dire que je pense qu'on en a fait beaucoup. Est-ce qu'on peut en faire plus? Puis je dirais plus ciblé avec des données comme celle-là. Je pense que ça fait longtemps que des gens nous demandaient des données. On essaie de faire de jeux de mots d'en donner le plus possible. Mais moi, je suis vraiment content de la clarté de cette étude-là qu'on a ce matin. Alors, on donne un défi là, à nos gens de com, c'est d'être capable maintenant de le communiquer. Parce que, en tout cas, Dr Arruda l'a bien dit tantôt, puis je fais une réponse courte. Quand on dit 5 contacts à 4, là, on comprend tout ça. Fait que si on est capable de ramener ça à des choses que les gens se reconnaissent, puis peuvent se questionner ce soir, demain, durant le week-end, en disant oh, « Quand je comprends ça, qu'est-ce que je peux faire de plus? » Ça, pour moi, c'est de la bonne communication. Puis cette étude-là, notamment, vient nous donner cet outil-là. Fait que là, on va repousser ça dans nos gens de com, puis on va leur dire « Passez le message ». Un complément court. Mais ça y est. Il y a des points de presse qu'on fait, il y a des communications qu'on fait au central, mais il y a les directions de santé publique aussi qui communiquent avec leur population. Puis il faut avoir des approches sur le terrain de marketing social avec certaines clientèles qui, pour mieux connaître le message et le porter à des personnes qui sont pas nécessairement, qui suivent pas nécessairement les points de presse, etc. Fait que oui, il faut en faire plus. C'était facile au printemps de dire tout le monde à la maison. Là, c'est compliqué. Fait que là, faut s'ajuster là-dessus. J'espère que c'est assez court. Merci. Micro 1. Oui, bonjour. Stéphanie Marin de La Presse canadienne. Monsieur Dubé, je reçois des informations selon lesquelles il manque d'infirmières et de préposés dans des CHSLD de la région de Montréal. Est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi la situation actuellement?
qu'est-ce qui manque comme personnel dans ces lieux-là qui ont été très touchés par le virus au printemps? Bien, écoutez, là, je ne connais pas de cas spécifiques, puis si vous en avez à me donner, je vais les regarder rapidement. Du côté des infirmières, je suis pas surpris parce que il n'y a personne qui est surpris. On sait qu'il nous en manque en ce moment des infirmières. Du côté des préposés, je serais plus surpris, mais je demande à pouvoir regarder où spécifiquement. Puis on va faire tout ce qu'il faut pour être capable de combler aux besoins, mais je ne suis pas au courant spécifiquement, puis je vais attendre de voir si vous pouvez me donner des cas, mais je vais m'informer. Oui, bien, je peux vous donner, par exemple, Vigie-Mont-Royal, qui avait été durement touché au printemps. Oui, effectivement. On me rapporte qu'il manque encore beaucoup d'infirmières, que celles qui sont là sont épuisées. Mais je me demandais si c'était quelque chose que vous surveillez de façon quotidienne ou hebdomadaire, le niveau d'employés manquant dans ces CHSLD-là. En fait, c'est pour ça que le cas de Vigie-Montréal, je le connais, puis ça donne bien parce que je suis allé sur place. C'est un des centres où on a eu des problèmes. Je suis pas surpris du côté des infirmières parce que je vous l'ai dit, du côté des proposés, je serais un petit peu plus surpris là, pour les raisons qu'on connaît. Il y en a quand même 7 000 qui se sont rajoutés. Mais là, je ne veux pas rentrer dans le cas spécifique, mais vous avez raison. Ce qu'il faut faire, puis c'est un petit peu ce qui est en ce moment ce que Mme Savoie fait avec M. Desharnais, c'est de voir si nos équipes SWAT Team peuvent aller aider. Parce qu'au moins, je vous dirais, la problématique qu'on a eue, parce qu'à moins que je me trompe, Vigie Montréal, c'est un centre privé. C'est un centre privé, donc c'est des gens qu'il faut qu'ils lèvent la main puis disent « j'ai un problème ». Puis un de nos gros enjeux qu'on a eu dans la première vague, c'est que les gens ne levaient pas la main assez vite. Vigie Montréal, je suis au courant, là. Fait que là, ça veut dire comment on réagit maintenant, nous, puis même si c'est un centre privé, comment on envoie du personnel du gouvernement, du réseau, pour aller les aider. Alors, il y a une grande différence en ce moment, c'est qu'on est informé. Alors, donc, je vous dirais, il va falloir trouver une façon d'aller appuyer ces gens-là, même si ce n'est pas un CHSLD gouvernemental. Mais est-ce que vous surveillez? Est-ce que c'est des données qui vous sont données de façon quotidienne, le nombre d'employés manquants? C'est très difficile d'avoir exactement le nombre d'employés manquants. Rappelez-vous que nous, dans nos centres à nous, on a maintenant un responsable local. Cet enjeu-là, je ne l'ai plus parce que ces gens-là vont nous le dire s'il manque des gens. Dans les CHSLD privés, comme l'exemple que vous me donnez, on n'a pas encore cette information-là. Ils nous lèvent la main pour dire qu'ils ont un problème, mais ça reste quand même leur responsabilité. Alors, c'est sûr qu'on va suivre ça de très près. Je vous dirais que dans l'équipe de M. Desharnais, qui est maintenant un sous-ministre associé dont c'est la principale responsabilité, c'est sûr qu'il suit ça de très près. Là. Nous allons maintenant offrir la Merci parole beaucoup. aux médias suivants. Merci. Charles de Gazette. Monsieur Arruda, nous avons le message aujourd'hui à savoir que Monsieur Dubé dit aux Québécois que si nous réduisons nos contacts de 5 à 4 en moyenne, nous pourrions casser le dos de cette deuxième vague. Mais l'exemple offert hier, c'était même une rencontre dans une rue et de décider de ne pas leur parler. Je me demandais si vous pouviez nous donner quelques exemples concrets de ce que ça veut dire un contact significatif. Qui faut-il exclure? Car moi, j'avais compris que ces contacts extérieurs n'étaient pas dans cette catégorie-là. Réponse. Ça, il ne faut pas oublier l'impact de 15 minutes. Imaginez, vous parlez avec votre voisine. Elle a un masque, vous avez un masque, et je puis vous dire, tout probablement, ils peuvent discuter sans le 2 mètres. Et ça, c'est un problème. Normalement, c'est vrai que dehors, il y a moins de problèmes qu'à l'intérieur. Mais c'est incroyable à quel point vous commencez à 2 mètres et 15 minutes plus tard, vous êtes à 1 mètre. Et les enfants sont partout.
Donc ça, c'est un exemple. Mais cela pourrait également, par exemple, être vous ne devriez pas avoir des repas avec des gens qui sont d'une zone rouge. Mais nous pensons que ça se passe. Donc, ce serait un autre exemple de réduction. Au travail, maintenant, par exemple, il nous faut s'assurer que le 2 mètres soit toujours là. Si ce n'est pas le cas, est-ce que je peux éviter de me rendre au bureau? Est-ce que je pourrais passer au télétravail? Voilà des exemples un peu plus concrets. C'est ce genre d'éléments-là qui me vient à l'esprit en réponse à votre question. Pour l'instant, par exemple, les gens ne respectent pas à 100% les consignes. Mais s'ils regardent cela d'une autre façon, c'est une autre façon de comprendre le pouvoir de la diminution des contacts. Question. J'ose deviner que la plupart des gens qui vous écoutent maintenant et qui lisent tout ce qu'on écrit sur les conférences de presse sont probablement à moins de 5 contacts importants par jour. Qu'allez-vous faire? Et c'est davantage pour M. Dubé. Quelles sortes de campagnes d'information, de dissémination de l'information pour recruter les gens qui n'écoutent pas maintenant et qui ne lisent pas ce que vous dites et qui ne changeront probablement pas sans un coup de pouce? Réponse. Ça, c'est la règle de Pareto. 20% des gens créent 80% des problèmes. Et c'est ce qu'il nous faut faire. Il nous faut communiquer d'une autre façon à certains groupes. Et au fond, je crois que c'est pourquoi nous avons un autre outil. Notre outil a des outils complémentaires. Il y avait les zones d'alerte, les gens comprenaient que s'ils étaient dans la zone orange ou rouge, que ça portait à conséquence. Donc, NSPQ vient de nous offrir un autre outil. Ce serait une façon de mieux communiquer la question, par exemple, qui a été posée précédemment, le communiquer à d'autres personnes qui n'ont peut-être pas été autant informées. Je ne veux pas nécessairement penser aux jeunes, mais je les prends à titre d'exemple, car c'est vrai qu'il est très difficile pour cette catégorie d'âge entre 15 et 25 ans. On le voit à l'école. On le voit dans nos contacts quotidiens que c'est difficile pour eux. C'est une épreuve. Quand vous n'avez pas vu votre ami depuis 2 semaines, vous avez envie de les toucher. Vous les aurez vus, ces photos, comme moi. Alors, l'outil d'aujourd'hui, eh bien, je pense qu'il nous aidera à communiquer à des groupes qui ont été moins atteints par la dissémination d'informations. Ça va nous aider. Il y a également des études sur ce que les Québécois font, ce qu'ils ont l'intention de faire, et nous pourrions peut-être opérationnaliser quelques exemples, des exemples plus concrets, même grâce aux questions. Nous pourrions proposer des scénarios concrets pour aider à meubler l'imaginaire des gens en ce qui a trait aux messages gouvernementaux sur les consignes sanitaires. Prochain média. Good afternoon. Bonjour. En suivi, quel est votre message d'aujourd'hui pour les gens qui sont vraiment dans la lassitude? Ils en ont marre des contraintes. Quel est le message que vous leur envoyez? Réponse. Le prix est à la fin d'octobre. Ce que nous pourrions vivre comme triomphe, si vous le voulez, qui nous attend à la fin d'octobre, comme M. Legault l'a dit hier. Tous ces efforts consentis par chacun et chacune nous montrent que cela livre fruit. La courbe s'aplanit. Regardez d'autres pays. Leurs infections montent en flèche. Maintenant, si nous continuons à diminuer notre taux d'infection, et je pense que M. Legault a été très clair, nous voudrions vraiment rouvrir certaines activités sportives. Cela pourrait aider la santé mentale.
Donc, chacun pourrait en tirer profit. Donc, pour ceux qui n'ont peut-être pas vu l'impact ou se disent, bon, on s'en fiche parce que ça change rien. Oui, ça change les choses. Et on l'a vu concrètement depuis quelques semaines. Donc, je vous remercie de cette question et cela rappelle ce qu'on discute depuis quelques minutes maintenant. C'est entre les mains de chacun et chacune d'infléchir le cours de l'histoire collective. Est-ce que le docteur Marc Brisson, qui a travaillé fort sur son étude depuis quelques semaines, la leçon à en tirer, eh bien, c'est comme un outil de communication. On lui a posé bien des questions depuis quelques semaines afin de finaliser son étude. Et je pense qu'on a vraiment exercé beaucoup de pression pour qu'il la mette à jour et je pense qu'on a de meilleurs outils pour communiquer avec ces groupes, ceux que vous évoquez. Question. Dressez-nous un portrait. C'est quoi réduire ses contacts par 25 %? C'est quoi ça? Réponse. Le docteur Arruda a fait bien des exemples. Je vais vous donner mon exemple. Pourquoi pas? Je vis dans un monde protégé parce qu'on a essayé de limiter nos contacts, mais moi, je parle avec Marjorie tous les jours. J'ai un cabinet où nous sommes très proches, nous travaillons fort ensemble, mais il y a tant d'occasions pour nous de nous rapprocher. Parfois, vous êtes au téléphone, vous échangez de téléphone. C'est vraiment délicat. Donc, la première chose, c'est que nous portons un masque quand nous avons un appel conférence et nous sommes autour d'une grande table ronde. Et le 2 mètres est là. Mais c'est trop facile de rompre le 2 mètres. Donc, c'est vraiment délicat. Au travail, c'est délicat, où les gens vont partager un repas ensemble le midi. Donc, nous avons des exemples concrets tous les jours. Ce que le docteur Brisson nous dit, c'est que portons un regard sur nous-mêmes, notre propre comportement. C'est comme une prise de conscience dans les jours à venir. Essayez de compter le nombre de contacts que vous avez. Essayez-le. Et en fin de journée, eh bien, ça monte à 12. Vous avez parlé de contacts délicats ou... Ah, important, c'est ça que vous aviez dit. Donc, j'aime beaucoup cette question. Nous pourrons conclure là-dessus, car on me dit que c'est la fin. Mais portons notre regard sur nous-mêmes, un regard un peu objectif. Et si nous pouvons opérer une réduction de 25 %, on verra comment ça évolue. C'est bon? Est-ce que vous aviez des questions? On pourrait permettre une ou deux dernières questions? Hi, my question is about the bingo hall in Saint-Jean-sur-Richelieu. Bon, la salle de bingo à Saint-Jean-sur-Richelieu, est-ce que l'unité de dépistage mobile va être là pour plus qu'une journée, puisque beaucoup de gens y étaient au bingo? Désolé, à cause de votre masque, je ne sais pas si j'ai bien compris. Vous avez dit Saint-Jean-sur-Richelieu? Est-ce que je peux enlever mon masque? Oui, je suis assez loin, mais pas longtemps. Alors, je me demandais si le centre de dépistage sera ouvert pour plus d'une journée, étant donné tous les gens qui étaient au salon, à la salle de bingo. Réponse. Moi, j'ai envoyé un message à Mme Savoie. Je n'ai pas encore reçu la réponse, car nous avons envoyé cette unité mobile de dépistage. C'est sur le bingo. S'il y a un besoin, oui, bien sûr. Voilà ce que je peux dire. Je ne sais pas combien de gens étaient présents dans la salle pour ce bingo-là, et au besoin, certainement, nous laisserons l'unité là, à moins qu'il y ait des solutions de rechange. L'important pour nous, c'est s'il y a un besoin, on veut le combler. C'est ça, la règle. Question. Quel est le message pour les gens qui étaient présents dans la salle de bingo? Réponse. Mon message? Comment dire? Il y a des gens vulnérables en lien avec leur âge et leur état, donc de s'en occuper. S'ils n'ont pas de symptômes, les gens qui ont été exposés le 4 octobre seront probablement malades d'ici le 18. S'ils ne sont pas malades d'ici le 18 octobre, alors ça va.
s'ils sont à haut risque de complications, s'ils ont le diabète ou d'autres états de santé qui les fragilisent, le cancer cardiaque. On n'a pas vu d'indication de transmission dans l'endroit. Manifestement, si vous êtes à 14 jours et que vous n'avez aucun symptôme, je pense que vous êtes hors de danger. Mais c'est une leçon. N'y allez plus, ne retournez pas jouer au bingo, car on ne peut certainement pas garantir leur innocuité. En passant, merci beaucoup pour votre patience. Effectivement, je vais me faire disputer par Marjorie. Nos réponses étaient un peu longues. Hi, Valeria Hi. Corey-Pinocchio, CBC Montreal. Bonjour, question? My question is regarding this decreasing contacts from... C'est sur la baisse de contacts de 5 à 4. M. Legault a dit que certaines mesures en place en octobre vont continuer en novembre. Comment se préparer mentalement? Car si on passe de 5 à 4, est-ce qu'on c'est pour 2 semaines ou davantage? Il faut se préparer mentalement. Réponse. Commençons par ce week-end. Je viens de dire que, en parlant avec vous, avec le docteur Brisson depuis quelques jours, je pense que, avant tout, c'est de faire sa propre analyse. Chacun peut le faire. Et quand vous y pensez, et moi j'y pense un peu moi-même, nous pouvons peut-être éliminer une personne dans le bassin de nos contacts. Et donc, on pourrait en voir la différence même avant d'envisager d'autres mesures. Vous avez vu la courbe, comment elle était stable, et là, elle s'est améliorée, elle a baissé. C'est énorme comme résultat, comme fruit qu'on récolte. Donc, ce 25 % de réduction dans les contacts peut avoir un impact important. Mais attention, cela ne remplace pas les autres mesures. C'est pas parce que vous réduisez vos contacts que vous ne lavez pas les mains, portez le masque ou gardez les 2 mètres. C'est quelque chose qui se rajoute au gâteau. Ce n'est pas la fin du masque ou de la désinfection des mains. C'est une autre couche qui se superpose aux autres. Question. Y a-t-il des endroits où ça pourrait être plus difficile, par exemple les lieux de travail? Parfois, on se rapproche de moins de 2 mètres pendant plus de 15 minutes, que ce soit avec un voisin. Y a-t-il des lieux dans la société où vous prévoyez que ce soit plus délicat, plus dangereux pour mettre les gens sur leur garde? Réponse. Tout endroit fermé où vous vous rassemblez davantage. Écoutez, il y a probablement des jeunes qui se rassemblent dans les sous-sols. Merci pour le mot anglais. Parce qu'ils en ont besoin. Mais si on est 6, pourquoi pas être 4? Je ne dis pas que c'est une bonne chose je ne dis pas que c'est une bonne idée de se cacher dans un sous-sol pour faire la fête. Mais si vous y allez, diminuez le nombre de convives. Il y a une tentation probablement de s'amuser, d'avoir ces petites fêtes. Mais voilà, c'est assez. Allez. That's good. Christian Dubé, le ministre de la Santé du Québec, et Horacio Arruda, le directeur national de la santé publique, demandent encore un peu plus de discipline aux Québécois. Et l'appel qui est lancé aujourd'hui, c'est de réduire le nombre de contacts significatifs, je vais vous expliquer c'est quoi un contact significatif dans un instant, de 25 %. Donc, de réduire le nombre de fois où vous êtes pendant une quinzaine de minutes
pas nécessairement à 2 mètres de quelqu'un, peut-être sans masque. Donc, si vous invitez quelqu'un chez vous, si vous piquez une jasette avec votre voisin, si vous êtes avec des collègues de travail dans un lieu clos, essayez de réduire de 25 % votre nombre de contacts significatifs. Avant la pandémie, on pouvait avoir 7-8 contacts significatifs. Pendant la pandémie, on était à environ 3 contacts significatifs. Et en ce moment, avec les mesures qui ont été adoptées par le gouvernement, on est à environ 5-6 contacts significatifs par jour. Alors, si on fait ça, le calcul, c'est de dire que ça va réduire la pression sur le nombre de cas qui augmente. Donc, ça va stabiliser, non seulement stabiliser la courbe, mais peut-être même la réduire. Et ce faisant, réduire le nombre d'hospitalisations, le nombre de décès aussi. Les 2 prochaines semaines sont critiques dans cette optique-là. On essaie de faire baisser la courbe. Et cet appel à la discipline s'inscrit dans cette volonté-là du gouvernement de faire baisser la courbe. Les mesures qui sont en place resteront donc en place, fort probablement au-delà du 28 octobre. Dans un instant, c'est Christian Latreille et l'info. Bonne fin de semaine à lundi, 12h30.